Donc, je vais essayer de revenir sur quelques petits concepts qui sont liés à la première vidéo sur PostgreSQL que j'ai faite il y a 2 jours, je pense, un truc comme ça, 3 peut-être. Et le truc, c'est que en fait, le front, je le fais avec Nuxt et le back-end avec Node. Donc, pour le back-end, je pense que j'expliquerai ça dans de prochaines vidéos au pluriel. Mais pour le front, je peux déjà voir un peu quelques petites choses avec vous. Donc, je vais vous montrer la présentation. Pop, hop, on va faire un npm start ou npm rundev. Si on regarde le package JSON, je pense que ça fonctionne avec rundev. Ouais, rundev. Donc, npm rundev. Ça, je vous montre ce que ça donne. Ah mince, j'aurais dû ouvrir direct le navigateur. Bête. Ah, donc, localhost. Hop. Donc voilà, on a cette présentation-là. Donc j'ai fait tout tranquillement avec du SCSS parce que je pense que j'ai installé la possibilité dans le package de JSON de mettre voilà, le SAS loader, il est là. Je pense que c'est ce qui marche. Ensuite, étant donné qu'avec Nuxt, il y a beaucoup de choses qu'on peut gérer avec app.config.ts et nuxt.config.ts, notamment le definers config, je pense que j'ai mis des références effectivement à quelques petites choses en CSS, notamment dans Asset que j'ai créé, qui n'était pas là au départ, hein. Quand on utilise le Nuxi pour créer le projet Nuxt, il n'y a pas ça au départ. Donc en fait, on complète pas mal avec des clés, on appelle ça des keys, CSS, modules, etc. Donc j'ai mis Nuxt Lodash qui ne me sert pas. En gros, je pense que je l'utilise. Ah si, je l'utilise, pardon, je l'utilise parce que j'utilise Lodash et notamment Clone Deep pour effectivement lier ça à mon Watcher. Mais j'expliquerai ça plus tard. Tout ce bazar-là, en fait, c'est pas nécessaire, mais c'est pas grave. Là, j'ai pas mis d'API machin, j'aurais pu. Runtime config avec une API, je l'ai pas fait. J'ai pas besoin pour l'instant. J'ai juste utilisé ça effectivement pour gérer mes API, mais je l'ai pas utilisé ici, je l'ai utilisé dans le backend, donc ça change rien, ça sert à rien même. Post CSS, je l'ai ajouté, j'ai mis Tailwind CSS, autopréfixeur aussi, enfin autopréfixeur j'ai rien mis, mais Tailwind, vous voyez bien que c'est là. Et le truc, c'est que en fait, les informations sur Tailwind se trouvent ici, à Tailwind Base, à Tailwind Components, à Tailwind Utilities, dans un dossier asset que j'ai créé. Donc, j'ai rajouté un main.css, j'ai copié ça dedans. J'avais effectivement déjà installé un tailwind.config.ts avec un tailwind init, évidemment, après avoir effectivement ajouté le paquet Tailwind CSS dans ce package de JSON. Donc voilà, ça c'est le départ. Alors, mon component, le premier en fait, c'est-à-dire qu'au tout début de ce projet, j'avais pas de page, donc j'avais rien dedans, j'avais juste un app.view à l'extérieur. Donc j'ai en fait supprimé l'app.view et j'ai créé tout dans le Pages, puisqu'en réalité, ce qui est pas mal avec Nuxt 3, voire Nuxt tout court, c'est que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve avec Next maintenant, c'est que le routing, finalement, il est opéré dans un dossier particulier, hein. Si vous mettez des fichiers dans ce dossier, on va considérer que c'est des fichiers de routage. Et le truc, c'est que c'est le cas de index.view, donc ça veut dire que c'est mon component de base. Pour reprendre la terminologie de Angular, mon root component, on va dire que c'est index.view. Et si je suis à la racine de mon projet, ou si vous regardez là, et bien là, ça veut dire que c'est ce qui est sur index.view que vous voyez. Et étant donné qu'index.view, il a un component enfant, log component, que j'ai créé, donc c'est un truc que j'ai fait moi-même, qu'on peut aller chercher dans le component. Si on va dans log component, eh bien, tout ce que vous voyez là, en réalité, c'est ça. Donc là, on voit la partie script. Alors, je vais enlever ça. Donc ça, c'est la partie CSS. La partie template. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir ici. Hop, vous voyez que c'est un formulaire. En réalité, c'est un formulaire. Il y a effectivement des choses que j'ai gérées en ternaire. Donc, je vais vous expliquer ça. Ensuite, vous voyez qu'il y a des inputs 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Parce qu'on est dans une situation particulière, que vous pouvez voir parce qu'il y a l'utilisation de ce qu'on appelle une directive
v.if, v.if et v.if. Donc voilà, directive, directive et directive. Et effectivement, on utilise effectivement v-model pour associer ça à des choses qui sont dynamiques et qui sont effectivement définies dans la partie script que j'ai mis au-dessus. Alors généralement, moi, dans mes projets Quasar ou vues traditionnelles, la partie script, je la mets en dessous, je mets le template avant, script juste après et enfin style. Donc ce qui est bien effectivement avec Vue, et d'ailleurs on retrouve ça aussi avec, comment ça s'appelle? Svelte. En tout cas on peut le retrouver avec Svelte, et même on peut le retrouver avec React Native. Si on utilise effectivement une classe particulière, stylesheet ou des choses comme ça, c'est que on a toute notre finalement tout ce dont on a besoin pour gérer le style, le dynamisme et les vues au sein d'un même fichier. Moi, je trouve ça plutôt pratique. Et donc avec Nuxt, ça se passe de cette façon. On a le script pour gérer effectivement le dynamisme qui est derrière ceci. Donc par exemple, si je mets boris@gmail.com et si je mets par exemple là, je commence à mettre, vous voyez qu'il y a un petit truc que j'ai géré en anime CSS qui apparaît, mot de passe invalide, parce qu'en réalité il attend un mot de passe de 6 caractères au minimum, et là Boris c'est 5. Et le truc, c'est où est-ce que j'ai géré cette partie-là? Eh bien, dans un watch, je vais expliquer avec un clone deep, c'est-à-dire quand on utilise un élément réactif qui a effectivement plusieurs propriétés, en l'occurrence ici, ça c'est un élément réactif qui a plusieurs propriétés. En réalité, il attend ces trois propriétés, email, password et confirm password. Eh bien, CloneDeep nous permet de voir à chaque modification en fait de la valeur des propriétés. Donc là, il y a effectivement un watch. Effectivement, j'ai lié ça à une fonction check-error qui vérifie en réalité la valeur de chaque propriété. Donc en l'occurrence, command checks, c'est si user password n'existe pas et que user email n'existe pas, ça return false. Donc en gros, il n'y a rien qui est. Alors, on va dire que là, c'est false. User password n'existe pas. Et user email n'existe pas, donc ça return false. Aussi simplement que ça. Donc, en fait, il y a un bouton que vous ne voyez pas. Parce que si vous regardez bien, pardon, ici, vous voyez qu'en réalité, il y a un bouton, mais il est conditionné à la valeur true d'une variable isFormCompleted que j'ai déclarée et initialisée ici et qui est une ref. Alors, c'est pas ici, pardon. Is completed, c'est où je l'ai mise cette variable. Voilà. Is form completed, j'aurais pu mettre en fait toutes les variables au même endroit, donc c'était un peu bête, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai besoin des interfaces au-dessus, puisque je les mets ici, je les utilise ici. En fait, je fais en sorte que le programme comprenne que user attend finalement euh, ce modèle-là de réponse. Donc, cette interface-là. Donc, ça n'a pas la même valeur que interface en Java, hein, par exemple. Donc, on verra ça en Java. De toute façon, j'ai fait déjà des vidéos sur les interfaces en Java. Euh, mais donc, voilà. Donc ça, on va dire que c'est ce que je définis au départ. IsFormCompleted, c'est en false, donc c'est-à-dire que le bouton ne va pas apparaître au départ, puisque lui, il apparaît que si, ou cet élément finalement est créé que si IsFormCompleted. Donc c'est même pas apparaître, j'ai pas utilisé vShow, j'ai mis vIf, donc ça veut dire que c'est pas déjà présent, ça va être créé si cette variable a comme valeur true. Donc ensuite, si la props is login, c'est-à-dire qu'en réalité, ça c'est un component qui reçoit des informations de son component parent. Comme vous pouvez le voir ici, donc le component parent c'est index.view qui est dans le dossier pages, donc qui fait partie du routing. Eh bien, je lui passe une information. Donc là, je pars du principe que au début, alors je pars du mauvais principe, hein, parce que normalement, on n'en sait rien du tout. C'est finalement, je vais devoir ajouter quelque chose pour que je vais devoir ajouter un bouton pour faire évoluer ça dynamiquement.
Parce que en réalité, on ne sait pas si la personne a envie de s'inscrire ou si elle est déjà connectée, elle a envie de se loguer. Donc voilà, là, mais là pour l'instant, on va dire à ce niveau-là du projet, j'ai mis ça en dur et ce n'est pas dynamique. Is login mode false, ça veut dire qu'on bascule directement sur cette idée d'inscription, de sign up. Donc là, effectivement, c'est géré ici. Donc vu qu'on est dans situation de sign up, donc c'est effectivement false, ça, donc c'est inscription qui va apparaître et c'est inscription qui apparaît. Et effectivement, on aura confirmé le mot de passe puisqu'on est dans le cadre d'une inscription. Et effectivement, c'est conditionné à la valeur false de isLoginMod, ce qui est le cas puisque c'est la valeur qu'on transmet en props et qui est récupérée. Alors comment elle est récupérée? C'est simple, vous regardez là, j'ai mis ilogprops. Donc en fait, ça correspond finalement aux props de ce component-là, donc ce que ça reçoit. Donc isLoginMod, je dis déjà que c'est un booléen que ça doit recevoir, donc ça analyse effectivement ce que le parent lui envoie comme un booléen, donc c'est évidemment, il n'y a pas de problème de typage, puisque le type est exactement booléen, false, c'est booléen, donc ça reçoit ça aimablement sans provoquer une erreur. Ensuite, je mets effectivement le mot-clé props pour pouvoir l'utiliser, j'ai pas utilisé la déconstruction, de toute façon, elle ne fonctionnerait pas. isLoginMod. Si effectivement je faisais référence directement dans le template à effectivement ce que le component reçoit, j'aurais pu utiliser isLoginMod. Mais étant donné que je l'utilise dans la partie script, je suis obligé d'utiliser le mot-clé props.isLoginMod. Déjà parce qu'effectivement, je définis ça, je définis props et je dis que ça attend cet élément-là. Donc en fait, ça reconnaît qu'il y a une props qui est filée à ce component-là. Donc ce component-là reconnaît qu'il attend une props qui lui est donnée. Il connaît effectivement le type de la props et il l'associe effectivement à la variable props. Et ensuite, la variable props, je peux utiliser son isLoginMod. Et grâce à ça, ensuite, je peux gérer le cas du sign-up et du login. Donc, par exemple, le bouton Handle Log, finalement, qui est lié au submit, finalement, comme vous pouvez le voir, au submit, à l'événement submit du formulaire, eh bien, je lui passe évidemment le cas qui nous intéresse ici, à savoir le cas d'une inscription, donc du non, avec le point d'exclamation, du non login, d'une non connexion. Donc ensuite, évidemment, il y a un call API, donc on utilise l'API fetch, et on crée avec la méthode post, via la méthode post, on lui effectivement passe dans le headers, dans les headers que c'est un style JSON qu'on va transférer au backend, et effectivement on stringifie data pour que ce soit effectivement de la forme JavaScript Object Notation String. Voilà. Donc, pour revenir au cas, alors, mon cas d'erreur, à chaque fois, je vérifie quelques petites choses. Évidemment, c'est pas complet au max, c'est pas le meilleur check possible, hein. Par exemple, on va regarder un cas particulier. On va dire que user email existe et que user email n'inclut pas effectivement un at. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors, déjà, je remets ça gmail.com pour que ça existe. Et là, on va dire que ça inclut pas un at. Et là, ça va dire donc que email error value est égal à true ou plutôt à false, puisque ça ne va pas inclure un at. Et si error email est égal pardon, error email est égal à true, pardon. Pourquoi j'ai fait return false? Ouais, non, return false, c'est autre chose. Eh bien, et que en fait on return false, effectivement que ce check error return false, alors il y a deux choses qui vont se passer, c'est que le résultat, ce qui est retourné par cette fonction check error va être associé, va être assigné en tant que valeur à effectivement isFoundCompletely.value. Donc si la value est false, le bouton ne va pas apparaître. Donc ça, c'est pour bloquer la possibilité que le bouton apparaisse et que l'utilisateur clique alors que les informations qu'il a données sont pourries en fonction de mes critères. Et le truc en plus, c'est pour ça que j'ai créé effectivement cette variable error value, c'est qu'un petit message d'erreur va s'afficher
Si email error existe, donc ça va mettre email invalide. Donc on va checker ça. Et voilà, comme ça peut le mettre. Là, j'ai mis effectivement le at, donc ça enlève l'erreur, mais maintenant il y a une autre erreur qui va apparaître. C'est si je mets pas un point. On va dire Rose. Alors Boris, Rose at gmail.com. Donc là, c'est bon. Je pensais que j'avais géré le cas de si ça n'inclut pas un point. Alors, et que il n'y a pas hop, 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 un point, apparemment ça ne le fait pas. Parce que même sans point, ça fonctionne. Ça veut dire que... Alors, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Je vais peut-être même ajouter ce cas-là plutôt, hop, à ce niveau-là. Que ça soit ça ou ça, eh bien ça va provoquer une erreur. Hop, hop, on va essayer de relancer la chose. Est-ce que ça va remettre? Non. Alors, je vais faire si ça n'inclut pas ou que ça n'inclut pas. Alors, on va faire ça comme ça. Alors. Ah bah, en fait, c'était là. En fait, je mettais le mot de passe là, c'était bien bête. Mot de passe invalide, ça fonctionne pour autre chose. En fait, il faut qu'il y ait au moins 6 caractères. Et c'est plutôt là que ça me préoccupe. Donc, user email existe et que ça n'inclut pas un at et que ça, ou que ça n'inclut pas. Tu mettras que c'est false. Alors, on va mettre. Alors là, hop. Et donc ça apparaît, mais là, je vais voir. Oui, c'est bon. Maintenant, il faut qu'il y ait un point. C'est bien. Et si on enlève le at, ce sera aussi false. Donc c'est parfait. Donc ensuite, on continue. On observe un peu que j'ai géré le cas de l'email error. Si user email length est inférieur à 6, c'est-à-dire que si on ne met que ça, ce sera nécessairement faux, même s'il y a un at, il y a un point. Mais si effectivement on dépasse 6, eh bien c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, inférieur, oui, plutôt inférieur à 6, il y a un problème. Si c'est égal à 6, il n'y a pas de souci, alors que comme vous pouvez voir, c'est infect. Mais c'est une limite effectivement de mon check, mais c'est pas grave, hein, c'était fait un peu pour. J'ai pas fait en sorte d'utiliser des regex pour être certain effectivement de la qualité de mes conditions par rapport aux éléments de la chaîne de caractères. C'est pas grave, donc tout ça c'est géré de la même façon. Si le mot de passe n'est pas, le user password n'est pas égal à user confirm password, ça crée aussi une erreur, donc regardez bien, hein. Alors là, on va dire qu'il n'y a plus d'erreur. Et là, les mots de passe doivent être identiques, c'est-à-dire que password error.value prend une valeur true, et si elle prend la valeur true, eh bien, vous pouvez voir que j'ai associé ça à l'apparition d'un paragraphe. C'est-à-dire que la div, elle est créée de toute façon, mais le paragraphe n'apparaît que à ce moment-là. Et le paragraphe, je l'ai géré en SCSS, enfin, oui, en SCSS en l'occurrence, puisque j'ai mis langue SCSS, et que j'ai installé ce qu'il faut pour que le programme ne bug pas. Et je l'ai géré ici, l'erreur. Donc ça apparaît de la façon que j'ai demandé. Donc opacity 0 to 1. Effectivement, je bloque ça avec un forwards. C'est en réalité parce qu'elle est initialisée à 0, la valeur du paragraphe.
Donc je la bloque à sa valeur d'arrivée, forwards, la valeur de fin, et pas backwards, la valeur de départ. Et je mets un translate X, c'est-à-dire que je joue en réalité sur l'axe des abscisses. Et évidemment, au début, elle est dans le négatif. Donc on imagine là-bas l'axe des ordonnées, l'axe des axes. Là, c'est les moins, là, c'est les plus. Et évidemment, on est en moins, donc on est en arrière. Et donc voilà. Aussi simplement que ça, logform, je l'imagine aussi. Vous voyez qu'il apparaît de... Alors là, c'est particulier. En fait, là, c'est plutôt l'inverse de ce qui se passe en mathématiques. Là, le moins 200, ça veut dire qu'en réalité, ça part du haut pour arriver vers le bas. Alors ça, c'est un peu loufoque, mais c'est pas grave. Et bottom, lui, il part du bas pour arriver au-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, hop, il part du bas pour revenir à sa position de départ. Alors hop, je reviens là. Donc tout fonctionne. Gmail.com, Boris Rose et Boris Rose. Et le bouton apparaît. Donc ça, c'est expliqué. Donc si vous connaissez pas des choses sur les keyframes, je pense que j'ai écrit sur le blog medium.com, donc c'est un blog américain. J'ai écrit quelques petites choses par rapport aux keyframes et aux animations CSS en général. Donc ça, c'est déjà géré. Sur quoi je vais insister? Sur le terminal, j'ai déjà parlé, hein, donc j'ai utilisé les double brackets, comme vous pouvez le voir. Le watch, effectivement, j'utilise Clone Deep, donc je l'utilise pas comme vous auriez pu utiliser dans un projet Quasar ou Vue traditionnel, avec un underscore point Clone Deep. Là, c'est effectivement une des caractéristiques, c'est que on peut effectivement un peu faire des alias ou des choses comme ça avec Nuxt, peut-être avec les autres aussi, mais bon, j'ai pas testé avec les autres. En tout cas, là, c'est directement slash underscore clone deep. Et effectivement, ça analyse les éléments d'une variable réactive. Donc, chaque propriété est analysée et dès qu'il y a une modification d'une propriété, eh bien, finalement, le watch me le dit ou ensuite opère les instructions ou implémente les instructions qui sont à l'intérieur du corps. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires par rapport à comment fonctionnent les refs ou les réactives ou les interfaces, puisque là j'utilise du TypeScript, sinon j'aurais pas pu utiliser interface quand même, c'est un mot-clé qui est lié au TypeScript. Eh bien vous me direz. Donc là effectivement je fais un call API, donc j'ai créé un endpoint en tout cas dans le backend, donc je vais vous le montrer. J'ai créé un endpoint ici. Donc mon fichier principal c'est index.ts. Alors j'ai pas fait de routing, j'ai pas fait de contrôleur. J'ai bâclé ça, mais c'est fait exprès. Je pense que dans d'autres projets déjà, j'ai montré comment on faisait un truc proprement. Là, c'était juste pour créer un petit endpoint et pour que mon petit exemple avec Prisma soit aussi simple que possible. Donc j'ai créé un endpoint, j'ai créé un middleware si vous préférez. Middleware. Hop. Oh là là. Middleware. Hop. Numéro 1, number 1. Hop. Et effectivement, il gère dans le CRUD, donc le create, read, update et delete. C'est effectivement le create qui est géré avec le post. Et donc app.post, ensuite effectivement j'ai créé l'endpoint, API create. Et ensuite, effectivement, lui, il reçoit donc une requête. Tac, la requête qui vient du front finalement. La requête, il va choper dans le corps de la requête, dans le rect body, avec une déstructuration user email et user password, puisqu'on a besoin que de ça finalement pour créer, vu ce que j'ai mis là, puisque là c'est obligatoire, vous voyez pas de point d'interrogation derrière. Ça c'est alors ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire, ça c'est obligatoire, mais ça se fait tout seul, auto-increment. Donc on s'en fiche. Donc finalement, ce qui est obligatoire, c'est le string ici user underscore email et user underscore password qui sont obligatoires. Donc comme vous pouvez le voir, donc il faut que ces deux informations.
Ces deux informations ensuite, étant donné que je vais choper require service, puisque je l'ai créé là, le service Prisma Service, lui, on voit que cette fonction, elle récupère trois informations maximum, et d'ailleurs obligatoirement. En fait, j'ai peut-être même fait une erreur, parce que je vais créer aussi create, je vais utiliser update et delete, mais on verra ça plus tard. Ça récupère trois informations. Donc le nom de la table qui est utilisé, mais finalement je la mets direct, ouais, en fait je remplis déjà ces informations en dur, create et users. Vu qu'on est dans le cas de la création, en fait ça va de soi que c'est create. Et là c'est le cas du login finalement, donc alors là je ne l'ai pas précisé ici, hein. J'ai voulu un peu brouiller les pistes, parce que l'API create, ça peut créer aussi, vu que je fais un shop, ça peut créer des produits ou des choses comme ça, bon bref ou des acheteurs, hein, c'est pas que des vendeurs. Et peut-être même que d'ailleurs le vendeur pourrait être un acheteur également. Donc là, ça va, c'est logique. Ça, c'est pas nécessairement logique, mais c'est pas grave, je l'ai déjà mis en dur. Et en fait, la seule information, c'est data. Donc quand on regarde ça, donc ça, c'est déjà donné dans le middleware que j'ai créé. Et finalement, ce qui n'est pas donné, c'est data. Et data donc provient du front. Tac, 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 boum. Data, c'est ce qu'il récupère ici, finalement. Je le lis dans un objet. Donc data, finalement, représente un objet. Donc là, j'ai mis any, j'ai de la chance. J'aurais pu créer un modèle, effectivement, puisqu'on est en TypeScript, créer un modèle et qui dit que dans ce modèle, finalement, il n'y a que deux informations, un email et un password, mais c'est pas grave, c'est ça. En fait, je vais m'en servir si je crée un modèle juste pour le login, donc certes c'est plus sécurisé d'une certaine façon, mais ça va pas me servir souvent. Donc data, j'ai envie de l'utiliser plus facilement, donc j'ai mis un any, mais c'est pas utilisé normalement. TypeScript, c'est même à prohiber. Et donc en fait, data, ça représente user email et user password, et les informations qui sont contenues dans data sont finalement données à la méthode create de Prisma qui reprend le nom de la table, hein, users, parce que c'est une table Postgre qui s'appelle users que j'ai créée précédemment. Je pense que je vous l'ai même montré. Elle est là. Shop. Hop. Et si on fait un DT+, vous allez voir la table users. En dessous de Prisma Migration, il y a la table users. Et si effectivement vous voulez en savoir plus, alors on fait quitter. Si vous voulez en savoir plus, vous faites D et users et voilà, vous connaissez effectivement l'architecture ou la structure du tableau, de la relation si vous préférez utiliser ce terme. Donc integer, character varying, 30, oh là là, j'ai dit ça à l'anglaise, au lieu de dire 30. C'est pas grave, 200, 200, 30, 30, 30. Voilà. Donc comme ça, on a toutes les informations, puisque vous savez que user ID, c'est la primary key. Donc voilà, ainsi de suite et ainsi de suite. Command K. Donc pour revenir à ça, donc voilà, on utilise les informations qui sont chopées là, on les met là. Ensuite, effectivement, c'est une promesse, donc on utilise un then et on ferme finalement la connexion avec Prisma. Et en cas d'erreur, on la ferme également, mais juste on fait un console error, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi, j'utilise l'ORM Prisma. Il y en a qui utilisent effectivement, lorsqu'on utilise Mongo, on n'est pas obligé d'utiliser Prisma. On peut utiliser Mongo, ce qui est aussi une ORM. Mais on peut utiliser Prisma aussi pour Mongo. Donc voilà, je pense que je vais faire des vidéos par rapport à ça, où j'en ai peut-être déjà fait, à voir. Et donc tout fonctionne parfaitement et je vous ai à peu près expliqué ce que je souhaitais dans cette vidéo. Aussi longue enfin, elle a été plutôt longue, mais c'est pas grave. Merci de m'avoir écouté.